remercier la télévision. Oui, oui, il n'y a pas besoin de micro. Je voudrais remercier encore une fois la télévision pour nous donner cette opportunité, même si on n'est pas très nombreux. Ahmed, il te dit de traduire? Non, il dit c'est bon, on comprend très bien, on n'a pas besoin de traduire. Ok, parfait. Donc, parce que je crois que ce qui est fondamental, une des étapes pour résoudre nos problèmes, c'est de débattre. Cette étape-là, on ne peut pas la dépasser, l'occulter. Pour résoudre les problèmes, il faut les débattre. Il faut dialoguer. Non, mon phone est éteint. Moi, quand je rentre en réunion, j'éteins mon phone. Deuxième élément, je remercie certains intervenants. Je remercie particulièrement les femmes. L'une qui a mis l'accent sur que j'appellerais les insuffisances de notre islam. On se proclame musulman, mais dans l'action et dans l'acte, on se comporte autrement. Je crois que c'est honnête. La deuxième, qui a mis l'accent sur la nécessité de reconnaître les problèmes. Reconnaître les problèmes, oser en parler, oser en discuter. C'est une attitude d'honnêteté intellectuelle. Le troisième élément, je remercie mes compatriotes, Horma et Jemil. Jemil, qui est un homme politique intelligent, fin et courageux. Courageux parce que de ce problème que nous débattons aujourd'hui, c'est l'un des partis qui a osé le premier mettre les pieds dans le plat. Dire simplement qu'il y a un problème d'unité et comment le régler, ébauche de solutions. C'est le seul parti jusqu'ici qui a fait cette démarche-là. C'est du courage. Bon, maintenant, dans les remarques qu'il a faites pour ce qui me concerne, non, mon objectif n'était pas de dire que les négro-africains sont meilleurs, ils sont mieux respectés de la loi. Non. Mon objectif était simplement de ressortir des traits culturels. Vous ne pouvez pas les nier, ces traits culturels. Mais maintenant, je ne dis pas, on ne peut pas prendre toute une ethnie ou toute une nation pour dire qu'elle est mauvaise. Un homme sensé ne peut pas penser comme ça. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Il y a des gens qui violent la loi, qu'ils soient du côté des négro-africains ou qu'ils soient du côté des arabo-berbères. J'en suis conscient, mais je dis simplement que ce trait culturel-là, de la tente et de la case, fait qu'on n'a pas les mêmes comportements, parce que nous sommes fabriqués dans ça, nous sommes nés dans ça. C'est une réalité culturelle. Cela dit, encore une fois, nous ne critiquons pas le peuple arabo-berbère. Ce n'est pas la communauté arabo-berbère que nous vilipendons ou que nous stigmatisons. Non. Nous mettons en exergue, nous critiquons fondamentalement un système politique. Mais j'ai dit que ce système politique, il a été mis en œuvre depuis Alec jusqu'à maintenant. Ould Daddah a commencé, une autre période, j'expliquerai pourquoi je charge Ould Daddah. Comment il a commencé la discrimination à partir des jalons qu'il a posés. Ould Daddah est venu complètement stupide, qui nous a liquidés, et Aziz continue. Donc, de ce point de vue-là, je n'attaque pas la communauté arabo-berbère, j'attaque un système politique qui favorise les arabo-berbères. Si je prends le cas de l'apartheid en Afrique du Sud, le système qui était là, c'était un système conçu pour opprimer un groupe ethnique et pour favoriser l'autre groupe ethnique. Mais dans le groupe ethnique favorisé, il y avait des éléments qui étaient contre l'apartheid. Donc ici également, je pense qu'il y a des mots honnêtes, des bidans honnêtes, pour dire que cette injustice-là, comme cette dame, qu'il y a des injustices, il faut les corriger. Donc de ce point de vue-là, loin de moi de vouloir mettre dans le même sac ou de stigmatiser toute la communauté arabo-berbère. Ce n'est pas politique, ce n'est pas censé. Cela dit, pour répondre à une question,
Si j'ai mis l'accent sur les différences, comme dit Horma, ou comme semble me critiquer l'autre qui est sorti, ce n'est pas parce que je mets l'accent sur les différences, c'est que je voulais simplement, il ne faut pas que Horma présente la cohabitation des peuples comme quelque chose qui a été lisse. Ce n'est pas une réalité historique. Il y a eu, dans notre coexistence, des heurts, et il y a eu également des serments d'amitié. C'est ça la réalité historique. Si je prends les Oulad Saïd, les Oulad Saïd, ce sont les ennemis de Halaïbi. Ils leur faisaient toujours la guerre. Mais les Oulad Saïd, ils étaient amis du taureau. Si je prends les Oulad Nagmash, ils étaient ennemis des Hébiabé, mais ils étaient amis du Lao. Si je prends les Oulad Eli Lekhal, ils étaient amis des Hirlabé, mais ils étaient ennemis du Bosséen. Donc, et à un moment donné, l'émir Abdul-Kader Khan a fait la guerre au Trarza. Et à un autre moment donné, l'émir du Trarza s'est associé au Wallo des Wolofs pour combattre les Toucouleurs. Je connais donc cet aspect-là. Mais c'était pour dire que notre histoire est mouvementée. Elle n'est pas linéaire. Elle n'est pas pacifique. Mais il faut ressortir la réalité. La réalité, c'est qu'à un moment, il y a eu des serments d'amitié, il y a eu des relations bonnes, mais il y a eu des relations conflictuelles également. C'est ça la réalité historique, il faut la respecter. L'autre élément, le problème de langue. Quelqu'un a posé le problème, pourquoi vous ne voulez pas l'arabe, vous préférez le français à l'arabe? La question ne se pose pas en ces termes. Et là, je reviens encore sur l'histoire. Au départ, les négro-africains, dans leur correspondance historique, écrivaient en arabe, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Quand je reviens au niveau du territoire, les premiers éléments à faire des écoles en arabe pour que l'arabe se diffuse, ce sont des négro-africains, ce n'est pas des bidanes. Donc, historiquement, on n'est pas contre l'arabe. Historiquement, l'arabe est dans nos mœurs parce que nous sommes profondément islamisés. Et je n'aime même pas tellement l'islam tout couleur parce qu'il est trop guindé, il est trop inflexible. Mais les négro-africains ont la langue arabe dans leur culture, dans leur religion. Donc ce n'est pas un rejet de la langue arabe, ce n'est pas un refus de la langue arabe. Ce que nous refusons, par contre, c'est l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'on a pris la langue arabe, on l'a utilisée pour nous, d'abord nous enlever de l'administration et ensuite pour nous dominer. C'est ça la réalité historique. Quand Dada est venu, la première chose qu'il a faite, c'était le français. Nous étions tous élèves du français. Et à ce moment, nous étions tous, on se cohabitait, les relations à l'école étaient fraternelles. Quand Ould Dada est venu, première mesure, langue arabe à l'école. Très bien. Mais nous avons pensé que c'était une bonne chose, puis c'était notre langue de religion. Progressivement, l'arabe prend de l'ampleur. En 67, en 73, en 86, en 2000, et maintenant. On a utilisé la langue là pour nous dominer, en ce sens que face aux Français, arabo-berbères et négro-africains, on a les mêmes difficultés. C'est une langue étrangère pour nous tous. Mais quand nos enfants doivent concourir pour avoir un travail ou bien pour l'entrée en sixième, ils doivent concourir dans les deux langues. Ils doivent concourir en français, ils doivent concourir en arabe. Est-ce qu'ils ont les mêmes chances? Ça, c'est ta langue maternelle. Tu la comprends mieux que moi parce que c'est ta langue maternelle. La langue française, nous sommes tous pareils. Donc, nous allons faire face à deux langues étrangères. Mais le problème n'était pas encore là, parce que jusqu'à récemment, quand nous étions à l'école, malgré qu'il y avait ça, on réussissait. Mais ce qui s'est posé, c'est quoi? C'est que progressivement, on étendait le volume de la langue arabe et on augmentait les coefficients de la langue arabe. Alors, on va au concours, on fait des examens. Vous avez 4 matières en arabe que vous maîtrisez, votre langue maternelle. Nous avons seulement le français, qui n'est même pas notre langue maternelle. Nous devons compétir sur ce carré-là, mais naturellement, vous allez vous surclasser. Pour avoir du travail, on prend les meilleurs, mais forcément, vous êtes les meilleurs.
parce que vous avez votre langue maternelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que vous changiez votre manière de nous comprendre, ou certains nous comprennent mal. On n'est pas opposé à l'arabe, on est opposé à son instrumentalisation. Deuxième élément, mais à partir du moment maintenant ce problème est devenu aigu, tendu, nous ne voulons plus de français, mais nous ne voulons plus non plus de l'arabe, nous voulons nos langues. Si vous acceptez que ce pays est notre pays, vous acceptez qu'on le partage à même identité, mais acceptez que nos langues doivent être enseignées. Au concours, que tu aies ta langue maternelle, que moi j'ai ma langue maternelle. Si vous voulez qu'on apprenne le français, très bien, vous n'en voulez pas, mais on me croit. Mais que chacun apprenne sa langue au départ pour qu'on ait les mêmes chances. L'oppression par l'arabe, ça doit s'arrêter. Simplement ça. Donc, ou bien il faut corriger complètement, totalement. Et l'autre élément, quand Horma dit qu'il faut forcément une langue de ciment, mais pas forcément. On peut parfaitement trouver un système administratif où les langues sont parlées et en même temps qu'on existe et qu'on existe en tant qu'État. Ça c'est possible. Il y a beaucoup d'exemples dans le monde où 4 langues, ça ne fait pas problème. Si vraiment on veut les développer 4 langues, ça ne fait pas problème. Et on peut les développer de manière régionale, où chacun se sent chez lui, où chacun parle sa culture et sa langue en respectant l'autre. On n'a pas l'impression que Nouakchott est propre. Deuxième élément, c'est l'intégrité. Troisième élément, c'est l'honnêteté. Quatrième élément, c'est la patience. Le cinquième élément, c'est l'amour du prochain. Est-ce que si vous prenez ces critères-là et vous regardez notre comportement par rapport à ces critères-là, honnêtement, qu'est-ce que vous direz? Exactement. Voilà notre problème. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise l'islam, c'est la solution s'il n'y a pas les musulmans. Il y a l'islam, mais il n'y a pas les musulmans. C'est ça la problématique de la Mauritanie. Il y a l'islam, mais il n'y a pas les musulmans. Donc, ça ne peut pas être notre solution. Et deuxième élément, j'ai expliqué que historiquement, sur la base d'exemples historiques, j'ai pris le cas de l'Inde, j'ai pris le cas de l'Irak, j'ai pris le cas du Soudan, où ce sont des pays qui étaient, comment dire, musulmans, mais après qui ont fini par éclater. Pourquoi ils ont éclaté? À cause du facteur ethnique. Donc, j'ai dit oui, l'islam, ça favorise qu'on vive ensemble, mais ce n'est pas le facteur déterminant. Le facteur déterminant, c'est le facteur ethnique. Et Jamil dit, il ne faut pas mettre l'accent sur l'ethnie, sur la couleur. Mais il faut visualiser. Si on ne met pas l'accent sur l'ethnie et la couleur, on ne visualise pas les problèmes. Si on ne dit pas les haratis, on ne montre pas l'esclavage. Si on ne dit pas les négro-africains, on ne visualise pas la discrimination. C'est ça la réalité. Donc, on ne dit pas ça pour dire ça, on dit ça pour faire voir aux gens les discriminations. Il faut qu'ils les comptent. C'est tout. C'est simplement à ce niveau-là. Maintenant, le dernier élément, ma conviction, notre conviction, nous, négro-africains, et je crois que beaucoup partagent la même chose que moi. Je crois que notre unité est encore possible. Je crois qu'elle est souhaitable pour nous tous. Parce qu'on a les ressources pour ça. On est 3 500 000, moins de 4 millions. On a beaucoup de ressources. Donc, ce n'est pas dans le gâteau qu'on va se déchirer. Si c'est bien géré, on a les ressources pour être unis. On est peu nombreux, on n'est pas surchargé, on peut être unis. Donc, la possibilité de l'unité n'est pas perdue. Mais encore, faut-il se rattraper? Il faut se rattraper. Il faut se rattraper en reconnaissant qu'il y a une injustice notoire. Vous avez regardé la télévision l'autre jour, il y a 2 jours, quand on montrait les officiers. Vous avez vu les officiers? Et vous croyez que c'est ça la Mauritanie? Seulement des Arabo-Berbères. Il y a des injustices notoires. Si on veut que cette unité se construise, il faut les nommer. Il faut les nommer. Et dernier élément, les problèmes, il faut les reconnaître. Il y a la question de coexistence, elle est réelle. Quelqu'un me dit, non, ce n'est pas le problème du peuple. Ça, c'est le problème des politiciens. Mais oui, c'est un problème de politiciens ou des politiques, mais c'est devenu un problème du peuple.
Parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté, avant, ce n'était pas comme ça, dans les années où nous étions à Nouakchott, dans les années 68-67. Maintenant, vous voyez une famille maure, à côté une famille nègre, mais elles ne se fréquentent pas. Elles ne se fréquentent pas. Ils se tournent le dos. Nous sommes ensemble, mais nous nous tournons le dos. Ce n'est pas une cohabitation. Ça concerne donc le peuple. Dire que le citoyen lambda n'est pas concerné, ce n'est pas vrai. Le citoyen lambda est concerné parce qu'il n'a aucune relation avec l'autre. Il ne communique pas avec l'autre. C'est ça la réalité à cause du système politique qui a fait des répercussions, qui a fait des effets négatifs. Donc, notre problème, c'est un problème de coexistence. Il faut un redépart. Allègue est mal parti. On a fait la Mauritanie sans dire comment on va coexister. Il faut en rediscuter. Deuxième élément, notre problème est un problème culturel. Notre problème est un problème culturel de langue. Nous souhaitons que chacun s'épanouisse dans sa langue et dans sa culture. Regardez les médias. Les médias, quand vous prenez Mauritanie 2, vous verrez 30 minutes, aujourd'hui Soninké, demain Pulaar, après-demain Wolof, après demain Artani. Ils se partagent la chaîne Mauritanie 2 et chacun a 30 minutes. Après, ça disparaît. C'est les arabo-berbères uniquement qui viennent avec leur musique et leur culture. Toute la nuit. Les radios, pareil. On n'entend pas un négro-africain. Les télévisions privées, on n'en parle pas. C'est ça l'unité. Le dernier élément, c'est la question du passif. Mais certains ont tendance à confondre, à croire que notre problème, c'est une question de passif. Non, c'est une erreur. Et ça, c'est des éléments qui les mettent dans la tête. La question du passif est un accident, mais qui a été généré par des politiques. Le fait qu'on ait tué les gens, qu'on les ait déportés, qu'on les ait pendus, qu'on les ait écartelés, c'est un accident qui est venu, mais à cause des politiques. Donc, si on doit régler la question du passif, oui, il faut faire le devoir de justice, le devoir de vérité, le devoir de pardon, le devoir de réparation, oui, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller à la cause, et la cause, c'est la politique discriminatoire. C'est ça qu'il faut éradiquer, et c'est ça qu'il faut régler. Donc, encore une fois, travaillons les éléments intelligents, les éléments rationnels, travaillons pour que les autres comprennent. Mais ceux qui continuent de nier, d'avoir une attitude de déni, non, rien n'existe, non, nous vivons bien, ça, ils ne vont pas nous aider à nous reconstruire et à construire ce pays-là. Je vous remercie.